Eh bien, vous voici de nouveau dans l'émission Le Grand Talk Show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr, la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Je suis avec Steven Orozman, champion des rallyes. On peut l'applaudir un petit peu si vous avez des mains ou pas. Vous avez des mains ou pas? Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Je suis avec Thierry Tumerville. On peut l'applaudir. Nous sommes avec Sébastien Gins, qui est notre partenaire, celui qui nous reçoit, notre hôte finalement. Exactement. Bonjour à tous. Merci d'être venu nous rejoindre sur le plateau, ça nous fait hyper plaisir. On est super bien reçus à l'hôtel Batelière, on en reparlera longuement tout à l'heure. Et en dernier, volontairement, j'ai mis de côté Éléonore, la seule femme aujourd'hui. Avec Audrey qui est derrière la caméra. Avec Audrey, bien sûr, elles sont quand même deux. Pourquoi je t'ai mis en tout dernier? C'était pour que tu nous dises simplement deux mots sur Octobre Rose. Donc, tu as pris conscience qu'il était important de faire les examens nécessaires. Octobre Rose, de quoi parles-tu? Faudrait être sur Mars pour pas en avoir entendu parler, mais c'est bien de faire un rappel, Jean-Marc. Bon, je fais un petit rappel. Donc, mesdames, si comme moi, vous faites attention à votre santé, et même si vous ne faites pas attention, j'ai envie de te dire, parce qu'il faut prendre conscience que même si on n'a pas de problème pour le moment, ça peut arriver plus tard. Je vous invite à vous faire dépister. Puisqu'on a remarqué, on en a parlé la semaine dernière, le nombre de dépistages ne s'est pas accru, au contraire. 42,6% voilà. des femmes seulement sont dépistées en France. Exactement. Or, c'est un cancer qui, s'il est dépisté au début, très tôt, peut être soigné. Donc, il faut vraiment y aller, ne pas hésiter. Il y a justement des professionnels qui sont là pour ça, qui seront là pour vous rassurer. Et vous pouvez vous renseigner, bien sûr, sur les réseaux, sur Internet. Tout vous sera expliqué. Il y a des sites pour ça. Et on avait vu un très beau magazine aussi Amazon. Amazon, tout à fait, oui. qui parle de ce cancer qui est quand même assez important à prendre en compte pour les femmes. Tout à fait. On avait d'ailleurs à l'hôtel Batelière samedi dernier tout à fait. le lancement de l'association Amazon qui venait présenter toutes ses actions. Tout à fait. Pour Octobre Rose et qui a présenté à la presse toutes ses actions, son magazine et autres. Alors, on se rappelle aussi que eh bien, 90% des cas, parce que tout à l'heure on n'a pas été assez précis, 90% des cas de cancer trouvés très très tôt peuvent se guérir, un peu comme le cancer colorectal. Ce sont des cancers qui guérissent très bien si on les prend de bonne heure, si on les trouve de bonne heure. On est d'accord, Éléonore, là-dessus? Exactement. Et ça serait vraiment un gros regret que de ne pas faire se dépister alors qu'on pouvait se soigner et qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour ça. Et puis, c'est vrai que, comme on disait, il y a aussi les hommes qui sont qui peuvent être concernés. Impactés dessus. Voilà. Même si le pourcentage est moindre, mais voilà. Alors, vous êtes dans cette émission aussi grâce à Audi Martinique, donc voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière, vous l'avez vu, nous sommes avec Sébastien Gins, qui nous reçoit si parfaitement. Nous sommes aussi ici grâce au Crédit Mutuel Anti-Guyane, à Speedy, qui n'a plus 5 mais 6 centres de réparation automobile en Martinique. Va donc chez Speedy. Elle a repris son rôle, ça fait plaisir quand même. Alors, nous ferons un point grâce à Éléonore sur le bruit que produisent les autos et les motos en Martinique et la gêne que cela peut occasionner pour certains modèles, bien sûr, ou certaines modifications de celle-ci, de ceci, d'accord, parce que c'est bien sûr toutes les voitures ne font pas du bruit, mais parfois il y en a une dans un quartier seulement et qui réveille tout le monde à 5h15 du matin ou qui réveille les enfants à 23h ou 2h du matin, donc c'est un peu compliqué. Donc on pourra faire un petit point avec toi, je pense. Oui, sur le bruit en général et bien sûr un focus sur tout ce qui est sport mécanique et... Vous l'avez compris, donc nous recevons aussi Sébastien Gins, directeur de l'hôtel Batelière. Nous verrons avec lui la situation des hôtels en Martinique, le sien en particulier, et plus généralement du tourisme, avec la situation sanitaire évidemment qui est plus que compliquée, mais on s'en sort, on espère en tout cas, on va le voir tout à l'heure avec lui. Nous parlerons également de la disparition très regrettée d'un grand homme pour le monde associatif et pour le sport automobile. Steven, c'est bien sûr Steven et Thierry, oui, Clément Marie, bien sûr, qu'on a enterré donc il y a quelques jours déjà. Et Dieu sait comment cet homme a œuvré finalement à la fois pour le monde associatif véritablement, et on en reparlera. Et bien sûr, le monde, comme je l'ai amené à dire, c'est une perte immatérielle du sport martiniquais qui s'en est allé, quoi. C'est vraiment terrible, donc on en reparlera tout à l'heure avec un certain plaisir, parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie vraiment. Et voilà, donc il y a peu de choses à dire tout de suite, on le dira tout à l'heure. On se tourne vers Éléonore. Éléonore qui sort d'un covoiturage heureux. Décidément, ça te colle à la peau. Heureux aussi. Ça me colle à la peau. Oui, alors cette semaine, je vais pas du tout parler de la même thématique que la semaine dernière. Ça n'a rien à voir. Encore qu'en covoiturage, on pourrait faire du bruit.
Mais on a constaté, en rencontrant des personnes nouvellement installées ici et même en discutant avec vous, qu'on souffrait tous à un moment donné en vivant en Martinique de la pollution sonore. Alors, qu'est-ce que la pollution sonore? Parce que c'est pas forcément, on pourrait penser à prime abord, quelque chose de violent et qui pourrait nous embêter juste une nuit. En fait, la définition de la pollution sonore, ça se mesure de plusieurs manières. Ça peut être l'intensité, donc avec les décibels. C'est aussi la durée et la régularité. Donc autant vous dire que si c'est juste votre voisin qui met un petit peu de musique à 2h du matin une seule fois, vous ne risquez pas de faire déplacer la gendarmerie. Donc vraiment, il y a ces 3 caractéristiques pour savoir ce que c'est qu'une pollution sonore. Ce sont vraiment des phénomènes acoustiques qui peuvent être stressants et qui peuvent engendrer des phénomènes stressants sur les personnes, donc des maladies cardiovasculaires. Parce que quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçue qu'il pouvait y avoir vraiment des conséquences sur la santé. Un stress immense avec des personnes qui ont des troubles du sommeil ou même de comportement. Et puis, il y a aussi un impact sur la biodiversité. On peut aussi voir à certains endroits, lorsqu'il y a une sonorité, en tout cas énormément de bruit, que la faune et la flore ne vont pas du tout se comporter de la même manière que dans un endroit où il y aurait un silence, en tout cas une certaine sérénité. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà été victime ou on vous a déjà reproché, parce que ça peut être dans les deux sens, d'une pollution sonore? Je me tourne vers Thierry. Moi, victime, peut-être pas, mais. Et toi oui, enfin, on va dire un petit peu, puisque bon, ayant travaillé à l'aéroport pendant de nombreuses années, donc le bruit à l'atterrissage et au décollage, donc c'est plus de 140 décibels. Mais maintenant, les constructeurs. Du moins, les constructeurs européens et américains, maintenant, avec les avions, en fait, ils se soucient aussi de cette pollution sonore. Donc maintenant, les avions atterrissent pratiquement comme un oiseau. Et surtout, pour faire référence en fait à une compagnie aérienne bien de chez nous, qui s'est dotée d'Airbus A350. Et franchement, maintenant, ils atterrissent, en fait, on entend vraiment légèrement le bruit du réacteur à l'atterrissage. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans une situation quand même en Martinique où les atterrissages et les décollages se font avec une certaine intelligence sonore, on va dire. Oui, face au vent, oui. Ils survolent la mer évidemment pour arriver, et au décollage, ils font en sorte, oui, ils survolent le François en général, voilà. Mais ils essayent de le faire d'une manière. D'ailleurs, ils réduisent les moteurs quasiment tout de suite après le décollage. Oui, c'est ça, voilà, en montant. Et dans l'esprit de faire attention. D'une économie de carburant et d'un souci de. Alors, ça, c'est la partie aéroport, mais est-ce qu'il y a eu des nuisances, par exemple, Steven, est-ce que tu as eu déjà eu affaire à ça? On parle. Il habite au Gros-Morne, lui, il n'a pas le problème. En toute franchise, je suis en campagne, donc. De toute façon, quand il est dans sa voiture, il met des bouchons, donc il n'entend pas son propre bruit. Non, en toute franchise, je suis en campagne, quelque chose donc de très important sur la sonorité. Il y a quelque chose de très important aussi, et notamment en campagne, un engin à moteur que vous entendez tous en général le samedi après-midi, c'est le championnat du monde de la débroussailleuse, non? Ah oui, je confirme, mais ça ne me dérange pas parce que je fais partie de ces gens-là. C'est bien ce que je disais, c'est dans les deux sens, d'où ma question. Mais pour revenir vraiment au sujet proprement dit, une fois par an, c'est pendant le carnaval, là c'est indémodable avec les bradjaks et là, mais voilà, là, il y a une acceptation. C'est un plaisir. Il y a une acceptation. Oui, tout à fait. C'est un plaisir partagé. Voilà, c'est pas récurrent. Les décibels maintenant ont été réduits. Vachement réduits. Moi, je vous parle, puisqu'on en parle, je vous parle du gars qui part à 5h15 du matin avec une voiture trafiquée, avec un bruit qui dépasse les 140 décibels, c'est-à-dire qui dépasse le bruit d'un avion et qui réveille le quartier entier. Et il le fait tous les matins. Et le soir, quand il rentre, par la même occasion, c'est la même bagaille. Justement, pour te donner un chiffre, par rapport à une moyenne de 65 décibels, en l'absence d'un silencieux homologué sur les véhicules, tu peux passer à 150 décibels. Donc c'est énorme. C'est énorme. La marge. Alors, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, Eleonore, je voulais savoir si tu peux me répondre, peut-être oui ou peut-être pas. Mais généralement, en métropole, quand tu te fais arrêter avec une moto, par exemple, il y a automatiquement un gendarme qui a un contrôleur de sonorité, de décibels. Donc, mais en Martinique, je vois pas ça. J'ai pas vu ça encore. Oui, est-ce que ça existe? Ouais. Alors, comme dit Steven, oui et non. C'est-à-dire que les motards ne s'accentuent pas plus par rapport à ça. En fait, c'est pas leur. C'est pas leur préoccupation. C'est pas leur priorité. Voilà. C'est plus le port du casque, etc. Contrairement on est sur d'autres priorités. Voilà, d'autres priorités. Par contre, il y a quand même l'appareil pour. Il peut faire des contrôles. Il peut faire des contrôles sonores. Et après, bon. Il y a aussi des échappements qui sont extrêmement vides, où là, même sans contrôle, on voit bien que. Oui, c'est ça, on les entend arriver, oui. Ils sont énormes. Voilà. Mais après, en termes de moto, je suis motard, en toute franchise,
c'est pas du luxe. Alors je ne dis pas qu'il faut que les décibels soient énormes, mais une moto sans bruit et une moto avec où quand même on l'entend arriver, Ouais. ça n'a rien à voir face aux automobilistes. Hein. D'accord. Et Ok. donc, Bien c'est sûr, pas du mais là on luxe, n'est c'est pas dans pas de la du luxe, pollution c'est- sonore. C'est encore Alors, différent. Ça Ça peut, hein, parce que si tu as un enfant qui dort, un bébé, tu Ouais, peux c'est- passer, tu le réveilles, il sursaute. Enfin, ça peut rester quand même de la pollution Après, il y a sonore, une mais ce n'est différence pas, quand tu. Là, justement, c'était le bon exemple. Lorsque tu parlais tout à l'heure des aéroports, ça montre bien qu'il y a différentes pollutions sonores. Donc, clair. qui peuvent être domestiques, Oui. de transport. Enfin, il y a vraiment une différenciation à faire. Et selon le lieu où vous décidez d'habiter, il y a aussi un risque que vous prenez quand vous êtes, je sais pas, à Redoute. Vous n'allez pas appeler la gendarmerie tous les 4 matins alors que vous savez que la route est extrêmement passante et que c'est pas forcément, comme disait Jean-Marc, un homme qui, en plus, n'est pas dans la légalité, a trafiqué sa voiture et recommence de manière répétée un stress au niveau de l'oreille. Donc c'est complètement différent. C'est pour ça Alors, que... Est-ce qu'on a donc est-ce que c'est pas finalement une question tout simplement de civilité ou Oui, d'incivilité? alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, je vais répondre à la question que tout le monde se pose par rapport à que faire lorsqu'on fait face C'est à une un première stress question. Ouais. de ce type. Je vous conseille, il y a 2 choses. Il y a très souvent la médiation. Parce que quand on appelle la gendarmerie, on pense tout de suite à une amende, etc. Très souvent, on passe par une médiation avant même de passer à une amende très forte. Sinon, il y a des associations qui existent. Alors, il y a une association qui s'appelle Anti-bruit de voisinage, AABV, que j'ai trouvé donc sur Internet, qui regroupe plusieurs associations au sein de la métropole, mais aussi en Outre-mer. D'accord. Et leur site est très intéressant puisqu'ils ont fait différentes catégories. Et si vous vous posez des questions sur les différents types de pollution, ils répondent à ça. Et vous pouvez leur écrire. Et ils sont un peu comme une association de consommateurs pour pouvoir vous aider dans vos démarches. D'accord. Bon, ça, c'est une démarche qui est tout à fait. Alors, ça, on le retrouvera sur grandautomobile.fr. Tu vas nous donner ta rubrique de façon à ce que les gens puissent retrouver cette Oui, pas de adresse souci. Et potentielle. pour répondre à ta première question, ensuite sur comment sensibiliser les gens justement dans leur comportement, il y a en effet l'éducation. Ça, il faut expliquer. Ça peut être le rôle de l'ARS, puisque c'est une question de santé. D'ailleurs, l'OMS le reconnaît, l'Organisation mondiale de la santé a répertorié cette pollution comme un risque réel pour la santé. Donc c'est vraiment très surtout important. pour le travail aussi, en sachant que maintenant, Exactement. les EPI qui sont obligatoires font que dans certains cas d'activité, le bouchon d'oreille ou le casque est obligatoire et ça va même un peu au-delà en fait. Moi qui travaillais à l'aéroport, on avait des prothèses auditives adaptées en fait avec Oui, tout à un fait. filtre Ça, c'est logique, pour ça va diminuer avec le la bruit. Oui. sécurité, de toute Tout façon, à fait, c'est oui. sûr. Oui, oui. Après, ce qui Ensuite, m'inquiète et- simplement, Eleonore, encore une fois, ce qui me pose problème, c'est l'idée que, comment dire, le bruit devienne une habitude finalement, quelque part. C'est-à-dire que la personne qui, prenons un exemple concret, puisque c'est Sébastien qui en parlait, la débroussailleuse, les travaux, on va dire globalement, les travaux dans une maison ou dans un appartement. Bien sûr qu'on a le droit de faire des travaux et que ces travaux-là sont réglementés par une loi. Cette loi donc, nous autorise à les faire de telle heure à telle heure. Donc sans rentrer dans la précision, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je me suis rendu compte, en travaillant un petit peu cette rubrique, que finalement, le plus gros influenceur de ces créneaux horaires, c'est pas l'État, c'est la mairie. Parce que C'est c'est ce la que mairie j'allais qui dire. prend des Donc, décrets. Bien sûr, et c'est le maire qui est garant de la tranquillité publique. C'est Bien sûr. vraiment le rôle. C'est la collectivité, enfin cette collectivité-là, à échelle municipale, qui peut prendre des dispositions pour pouvoir limiter à certains horaires et selon les pratiques régionales, certaines pratiques, tu vois, méthodes, ou des choses qui sont vraiment typiques dans un endroit. Donc tout à fait, vous pouvez influencer, en tout cas faire une demande auprès d'une mairie ou voir le code, parce que des fois on n'est pas forcément au courant, se renseigner et ensuite aller voir son Et voisin. c'est là que le en bas blesse rappelant la loi. parfois. C'est là que le bas blesse parfois, parce que prenons un exemple concret, parce que Thierry, tu l'as pris. Tu travailles à l'aéroport toute la semaine, donc tu as du bruit toute la semaine. Tu arrives chez toi le samedi. Je reviens à ce que disait un petit peu Sébastien tout à l'heure. Samedi après-midi, tu as envie de faire une sieste, ou le dimanche, tu as envie de passer un moment tranquille. Et là, tu retrouves les bruits de la semaine, c'est-à-dire le gars qui scie, le gars qui coupe, le gars qui change, qui donne des coups de masse, des coups de marteau, etc. Et quand on se retourne vers la mairie, on se rend compte que la mairie a autorisé les gens de Certaines travailler, par manifestations, exemple, bien du sûr. temps de midi. Il faut savoir qu'entre midi et 2, normalement, dans beaucoup de départements français, il est interdit de faire des travaux, tout simplement parce que Ou c'est le le temps de dimanche. pause. Souvent, Oui, le Bah, dimanche, le dimanche l'heure est aussi. réduite, mais sinon, C'est c'est le temps de de pause. 6h à 22h. Le temps de pause, on n'est pas censé entendre les bruits du travail. Vous voyez, parce que c'est un temps de pause. Non, mais c'est pourquoi il faut
encourager les gens à se renseigner et ensuite d'abord aller voir son voisin ou la personne concernée de manière aimable et lui expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant et qui font semblant d'oublier. Ensuite, si c'est vraiment quelque chose de récurrent et vous voyez que c'est un peu malfaisant, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à soit se tourner vers une association, un médiateur, ou alors la mairie ou la gendarmerie à défaut. Alors qu'est-ce que je fais avec mon gars là qui descend avec sa voiture, qui roule à 140 décibels, d'accord? Écoute, moi Jean-Marc et Léonore, je vais même te donner une anecdote pour aller un peu plus loin attendez, juste dans la pour pollution. finir, mais c'est grave, 5h15 du matin, Ah ouais, c'est grave. mais Partir au travail et réveiller tout le quartier. Tu sais ce que tu fais, tu prépares quelque chose de plus intense et comme ça tu vois ça va le calmer un petit peu. Après, Non, c'est pas comme ça que ça marche, ça malheureusement. reste quelque chose de ponctuel en fait, parce qu'il ne reste pas là en fait. Oui, il démarre et puis il s'en va quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais si c'est un phénomène récurrent, c'est-à-dire que tous les jours à telle heure, franchement c'est approuvé. Tu peux essayer, il faut voir aussi, c'est selon les lieux, tu peux avoir une gendarmerie qui t'écoute, comme dans des lieux qui est moins sur ces problématiques-là. Si tu justifies que tu as un stress, parce qu'il ne faut pas oublier, tu peux très bien aller voir ton médecin, faire un arrêt, en tout cas un papier, et dire voilà, médicalement, il est prouvé que je travaille, imaginons de nuit, je rentre à 4h et à 4h30 je suis réveillée, je suis en stress. Ouais. Ça peut être aussi un argument puisque ça joue sur ta santé. Alors, est-ce que c'est pas donc finalement au rôle des gendarmes, de la police, d'augmenter les contrôles? Est-ce qu'il y a derrière, je veux dire, une possibilité aussi que l'État finalement ou le département prenne en charge justement ce type de contrôle? Je te disais, il ne faut pas hésiter à appeler la gendarmerie. Tu as plusieurs textes de loi, notamment celle du 31 décembre 1992 qui édite la loi Bruit, qui a plusieurs dispositions à ce propos, le code de la santé publique ainsi que le code de la route, puisque le code de la route le spécifie aussi, ne pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Donc c'est marqué. Il y aura beaucoup de références à différents codes, donc tu peux utiliser ça. Bon, Thierry, tu voulais dire? Oui, moi j'habite dans une résidence à proximité d'une école. Donc moi qui suis agent de conduite commerciale donc sur le réseau KSM, je suis amené à tout type de bruit. Donc premièrement par rapport au type de véhicule que je conduis. Après les gens en fait dans le bus en fait donc ils parlent à voix basse, soit ils s'expriment fortement. Donc du coup effectivement quand tu as fini de travailler puis tu rentres dans ta voiture, tu rentres dans un cocon, tu te dis tu essaies de descendre, voilà quoi. Ou je prends un exemple où quand je travaille l'après-midi, le matin en fait donc les enfants rentrent à l'école normalement, donc la récré, donc voilà, ça s'amplifie et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça fait un bruit permanent qui fait que c'est comme dans une caisse, voilà, comme dans une caisse de résonance, c'est un peu difficile à gérer. Mais après on finit par s'habituer quoi. Sébastien. Non, mais je me posais la question de me dire que en fait la nuisance sonore, effectivement, c'est toujours deux parties. Il y a celui qui produit la nuisance et celui qui la reçoit, évidemment. Exactement. Et c'est un peu comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est effectivement la médiation, de la discussion avec les voisins qui permettra de résoudre ça. Au-delà de ça, la question que je me posais, c'est il faut les catégoriser parce qu'effectivement, c'est une nuisance. Moi, je suis entièrement d'accord. Nous, notre métier à l'hôtel Batelière, c'est de vendre du sommeil. Donc effectivement, on est confronté à ça. Et effectivement, déjà, tout le monde n'a pas le même sommeil. Tout le monde n'a pas la même tolérance au bruit. Et aux différentes nuisances. Vous voyez, là on fait une émission de radio. Le bruit, c'est effectivement quelque chose de très important. Si j'ai quelqu'un qui est en train de déplacer des meubles ou de parler fort pas très loin, ça pose des problèmes parce que effectivement on s'attend à un niveau de nuisance. Il y a ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Le voisin, en tout cas, si on peut le contrôler ou pas, c'est pas ça la question, mais en tout cas, on peut discuter avec lui pour commencer, c'est la meilleure des choses à faire. Et systématiquement, parce que nous aussi, on organise des événements, des concerts, des choses, et on peut se poser la question, jusqu'à quelle heure est-ce que mon client va accepter d'entendre le concert? Est-ce que je m'arrête à 21h, à 22h, à 23h? Est-ce qu'il faut que ça soit de l'acoustique? Est-ce qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit... Tout à fait. Le concert silencieux, c'est la solution. Alors, le concert silencieux, c'est la solution. Mais c'est la solution pour celui qui est dans la chambre, mais celui qui a envie d'écouter le concert. Est-ce que vous avez envie de passer tout un concert avec un casque qui vous donne chaud sur la tête pendant 2 heures? Donc, en fait, c'est toutes ces questions-là. Après, je pense que notamment sur les sujets automobiles ou autres, il y a, je crois, aussi des questions de fréquence qui font qu'on est plus sensible à certaines fréquences qu'à d'autres. Et je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués, notamment par les constructeurs de véhicules et autres, pour dire finalement on a l'impression que la voiture elle fait moins de bruit, mais en fait au sonomètre elle fait exactement le même nombre de décibels, mais c'est juste
pas la même fréquence et elle est moins dérangeante. Il y a la pour- conduite pour aussi, il certains y a la produits. manière de conduire. Hein. Oui, mais en fait, je rejoins Sébastien en disant en fait que maintenant les constructeurs automobiles font mettre des matériaux dans les véhicules pour diminuer la fréquence ou plus ou moins l'augmenter en fonction de la Je tu pense sais que le problème aussi n'est pas auquel- tout à fait là, parce que les constructeurs avaient compris le problème finalement, et le problème a été plus ou moins réglé. On parle plutôt des gens qui ont amélioré leur véhicule d'une manière ou d'une autre, avec un Et nouveau puis même maintenant, avec échappement, les- avec un kit particulier. Pour revenir aux Des gens qui précédentes recherchent le chroniques. bruit aussi du véhicule, parce qu'ils veulent un bruit un peu plus fort que les autres, etc. C'est cela qui pose Oui, problème. en mais fait, à côté de ça, Une on petite est quand partie de même la dans une population. tendance avec des véhicules électriques hybrides qui font de Ouais. moins en moins de bruit. Mhm. Donc finalement, on est dans une société qui se veut logiquement un peu plus silencieuse. Je pense aussi aux transports en commun. Les bus d'il y a 20 ans, c'est pas les bus d'il y a maintenant. Ah non, Enfin, c'est complètement différent et Jean-Marc peut en témoigner puisque maintenant avec les véhicules hybrides qu'on a chez nous, le gain de bruit en fait c'est pratiquement presque comme le TCSP, sachant que bon le TCSP c'est un petit peu différent, mais les bruits effectivement comme tu dis il y a 20 ans, et puis les matériaux ont fait que ça s'est vachement amélioré quoi. Alors, on fait une petite pause publicitaire, et puis on revient pour parler peut-être sans bruit de l'hôtel Batelière. À tout de suite. À tout de suite. Allez, on est retour à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi 107.1 107.3 FM. Je suis JM, je suis avec Eleonore Théodose, on peut l'applaudir Hello. si vous êtes d'accord. Avec Mélodie Musique, Steven Roseman, champion des rallyes, Jimmy Thomer et Thierry Tumerville. Nous sommes avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, grâce aussi au Crédit Mutuel Anti-Guyane, grâce également à Speedy Martinique, non plus vos 5 mais 6 centres de réparation auto. Et oui, jolie ouverture du centre de Trinité pour Speedy. Nous sommes aussi avec Audi Martinique, nous serons chez Bruno Saint-Fort et ses équipes pour 2 spéciales que l'on vous proposera les 22 et 29 octobre, 2 spéciales pour fêter l'arrivée des modèles électrifiés de la marque. Ne ratez pas une belle façon de tout savoir sur Audi versus électrification. Alors Éléonore, le bruit, faisons un point final avec le bruit. Est-ce que enfin en Martinique il y aura une prise de conscience? Est-ce qu'on pourra enfin faire arrêter ce véhicule qui à 5h15 du matin roule avec un 150 décibels? Est-ce qu'on a une Alors là, solution? je ne suis pas omnisciente, je ne suis pas Dieu malheureusement. Donc en fait, c'est J'y tout cru, à moi. chacun qui peut répondre à cette question en se disant qu'est-ce qui peut gêner l'autre, par empathie bien sûr. Et puis ça rejoint un peu le slogan de la sécurité routière qui est dire vivre ensemble. Partager Donc, le vivre finalement ensemble, c'est ça voilà. aussi. Partager la route, partager les bruits aussi de la route, faire Et attention. puis tout au simplement. pire, vous bâillonnez votre voisin, vous lui crevez les pneus ou vous achetez Oh, des non, boules quand qui même. caissent. On va pas aller jusque solution. là. T'inquiète, comme on a des avocats dans l'émission, Voilà, donc, du coup, ça va le Faut faire. l'inviter à boire un coup, tout simplement. Ah, l'inviter à boire un verre. Il y voilà. a des gens qui se Voilà. sont rencontrés comme ça. Soyons, Voilà. soyons cool, c'est sûr. Alors on se tourne maintenant. Merci en tout cas Léonore pour ta rubrique qui De rien. était vraiment C'est avec sympathique. Ça fait éclairer un petit peu le monde du bruit justement. C'est bien d'en parler. On se tourne vers quelqu'un d'important pour nous puisque c'est le directeur de l'hôtel Batelière. L'hôtel Batelière qui se situe donc à Schœlcher, bien sûr, vous le savez. Pourquoi on se tourne vers lui? D'abord parce qu'il est notre partenaire, c'est lui qui nous reçoit, c'est notre hôte, c'est lui qui met à notre disposition les beaux salons que vous voyez sur grandautomobile.fr TV, qui met à notre disposition l'espace, la mer, les restaurants, voilà, La les mer, ça loue chambres. pas, quand même. La mer, quand même, hein. Mais la vue. Et la vue qui est extraordinaire. Déjà, Sébastien, merci d'être venu dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Voilà. Déjà, on voulait savoir un petit peu quel était ton parcours. Déjà, tu es directeur de cet hôtel depuis quand? Tu viens d'où? Raconte. Alors, moi, je suis originaire de l'Est de la France. Je suis D'accord. alsacien d'origine. J'ai travaillé pour plein de sociétés différentes, y compris un loueur automobile. D'accord. Comme quoi, hein. Et je viens, avant d'arriver ici à la Batelière il y a 4 ans, j'étais au Cambodge, où j'avais monté un petit resort sur la côte sud du Cambodge. Et, Quelle ville? À Sihanoukville. Oh, pour être j'adore. exact. Ah, J'adore. Eleonore connaît tout. Oui, mais mon oncle est de là-bas, donc c'est Ah oui, d'accord.
Du coup, je suis venu ici en Martinique pour la suite et ça fait maintenant 4 ans, 4 ans et demi, 4 ans que je suis à la direction de l'hôtel Batelière. Bah, c'est juste excellent. Et donc, alors, quels sont un petit peu les avantages de l'hôtel Batelière, même si on les connaît beaucoup, nous, parce qu'on les connaît même très très bien. Mais il y a déjà la situation géographique. Géographique, effectivement. En fait, l'hôtel Batelière, sa caractéristique, c'est que c'est des hôtels qui ne se font plus. C'est-à-dire que construire un bâtiment tel qu'il est aujourd'hui sur le front de mer, avec 200 chambres et autres, on ne pourrait plus le construire aujourd'hui. Parce que effectivement le littoral est quelque chose qui est préservé aujourd'hui un peu moins qu'avant et donc cette construction là on ne pourrait plus l'effectuer de ce jour-là. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir proposer à nos clients, on a presque 200 chambres avec la vue mer, en plein cœur. Allez, à côté du cœur de Fort-de-France, bien sûr, puisqu'on est là à Schulcher. Et puis à 15 minutes des zones de travail, quoi. Effectivement, tout le monde vient ici. C'est un hôtel qui a été extrêmement bien conçu. Il faut savoir que c'était Hilton qui l'avait construit dans les années 70. Et il a été extrêmement bien conçu. Donc on a des salles de réunion, on a une piscine, on a 2 restaurants, un sur la plage, un en haut. On a 200 chambres avec vue mer, on a des suites, on a des chambres standards, on a tout type de chambres. Et donc ça a été une conception qui est vraiment pas évidente, mais qui avait été extrêmement bien réussie à l'époque et qui fait toujours le succès de l'hôtel aujourd'hui. Alors, 2 aspects, on va aborder le problème de la Covid bien sûr et de la situation sanitaire, parce que ça a été impactant d'une manière assez considérable pour ton hôtel, mais les hôtels en général. Tous. Toi, tu as eu la chance quand même de recevoir donc, la partie renfort qui arrivait de métropole dans l'hôtel, donc la partie renfort de soignants qui arrivait dans l'hôtel, donc ça a permis de laisser vivre un petit peu encore l'hôtel pendant la période de confinement total. Comment tu as appréhendé cette situation qui était je ne sais même pas comment le dire d'ailleurs, c'était fantomatique, voilà, fantomatique, voilà, fantasmagorique, voilà, j'ai cherché un peu le mot. Non, tout simplement parce qu'une fois je suis venu pour caler une émission, bien sûr qu'on allait faire après le Covid, et il y avait personne, c'était terrible. Heureusement qu'il y avait la vue, le soleil, il y avait personne. Tu as vu Shining, non? Oui, bah c'est ça, c'était un peu ça, Shining, c'était ça, je m'y suis cru, vraiment, véritablement. Non, il n'y avait pas de... En plus, je ressemble un peu à l'acteur principal, donc... Super, on va t'oscariser. Oh, je plaisante, bien sûr. Non, alors, c'est vrai que cette période-là, maintenant, ça fait quand même depuis mars 2020 qu'on l'a subie, ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est avec des confinements successifs, avec tout ce que les Martiniquais ont vécu, nous on l'a vécu encore plus durement. Pourquoi ? Parce que effectivement le Covid, ça a touché le voyage, ça a touché la restauration, ça a touché les manifestations, et ce sont les 3 métiers principaux de l'hôtel. Donc après, on a été constamment obligé de se réinventer. À plusieurs reprises pour essayer de défendre et de se battre pour pérenniser nos affaires. Donc en mars 2020, on a été contacté parce que tout le monde, c'était le premier confinement. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle, c'était vraiment peut-être le pire, peut-être à l'image du 4e qu'on vient de vivre. Quel confinement? Le premier confinement en mars 2020. Je passe pour un vieux. Tout le monde s'en souvient. C'est très éprouvant celui-là. Je passe pour un vieux soldat à dire ça, mais c'était déjà il y a plus d'1 an et demi. Et effectivement, là, c'était vraiment Shining parce que l'hôtel était fermé. Mais 3 semaines plus tard, on nous a contactés parce qu'il fallait que les Martiniquais qui rentrent au pays puissent effectuer 14 jours de confinement obligatoire. Et donc, on a accueilli un certain nombre de gens qui avaient des motifs impérieux. Et on a vécu toutes sortes de situations à ce moment-là, de gens qui devaient revenir en Martinique. Et notamment, quand on parle de motifs impérieux, on avait des gens qui ont eu des décès. On se posait la question de savoir s'ils allaient pouvoir aller aux obsèques. De leur propre famille, parce qu'on se rendait compte que des obsèques c'est une réunion de famille et que du coup ça risquait de contaminer d'autres membres de la famille. Donc il y a eu ces épreuves là, des gens qui revenaient dans des contextes hyper difficiles en Martinique, et et d'ailleurs le personnel de l'hôtel, au même titre que les Martiniquais, était très inquiet. On savait pas ce que c'était que cette maladie qui nous tombait dessus. Bon, ça c'était la première période. On a réouvert en mai-juin 2020. En juillet, on s'est dit allez, c'est terminé. On se disait c'est bon, c'est derrière nous. Bah oui. C'est bon, c'est derrière nous. Et donc là, j'ai dit il faut qu'on
casse le truc, on a réhabillé complètement la terrasse, on s'est associé avec une agence événementielle et on a monté un bar éphémère ici qui s'appelait le Windies, où on a invité toute la scène et les artistes martiniquais qui sont venus ici à l'hôtel Batelière, et pendant tout l'été, ça a été vraiment génial, j'avoue. Je suis venu à 2 reprises et franchement c'était pas mal. Et les gens venaient, on sentait la joie de vivre, et puis on avait la chance d'avoir un endroit ouvert, assis, ce genre de choses. On a accueilli plein d'artistes. Et voilà. Et puis après, on a eu le 2e confinement, le 3e confinement, et le 4e aussi, qui était finalement presque l'un des plus durs. Bientôt, on n'aura plus assez de doigts pour les compter. Et donc là, effectivement, aussi, le 4e était peut-être le plus violent d'un point de vue sanitaire, et on a été sollicité pour accueillir les soignants qui étaient venus en métropole. Je rappelle quand même une petite chose, au début de l'été, on avait à peine 80 morts du Covid. Et en juillet-août, on en a eu 500 en 2 mois, quoi. Ça a été terrible. Donc là, on était vraiment dans le cœur du sujet. On était vraiment dans quelque chose qui était une catastrophe. On parlait de médecine de guerre, ce genre de choses. Enfin bon, j'ai eu du coup des gens qui sont venus, des infirmiers, des soignants, mais des psychologues, des médecins. Et je peux vous dire que j'ai vu ici des médecins qui sont repartis en détresse psychologique après ce qu'ils avaient vu au CHUM et dans les différents endroits où ils pouvaient se faire soigner. Donc non, c'était vraiment quelque chose de très difficile. D'ailleurs, on a relancé encore cet été, au mois de juin-juillet, le bar qu'on a renommé, qu'on a appelé le Mandioca, ce qui veut dire manioc en portugais. On a relancé des concerts, ce genre de choses. On avait un programme pour tout l'été et on nous a coupé un peu l'herbe sous le pied avec le 4e confinement. Du mois d'août, finalement. Au mois d'août. Et je ne sais pas si on en est vraiment sorti. En tout cas, il est allégé maintenant. Mais ça a été une période très difficile. Donc, oui. Et on s'adapte encore, et on a fait des plats emportés au restaurant, et on a fait des repas maintenant on fait des repas le midi, mais pas le soir, parce qu'il y a toujours le couvre-feu le soir. Alors, est-ce qu'il y a le fameux petit déjeuner du matin? Est-ce qu'il est revenu ou pas? Il y a le petit déjeuner du matin, il est revenu. J'ai même mis en place un centre de test dans le jardin pour que les gens entre midi et 2 qui n'ont pas le pass sanitaire puissent venir manger, notamment au BBC ou d'ailleurs au restaurant de l'hôtel Le Bleu Marine. Ils n'ont pas leur pass sanitaire, bim bam, ils font un petit test et puis ils ont leur pass sanitaire, ils peuvent venir manger. Donc constamment, on est obligé de s'adapter, et je vous parle même pas des procédures de nettoyage à rallonge telles qu'on a dû les mettre en place. Alors, maintenant, on a parlé du passé, on a parlé un peu du présent, parlons un peu de l'avenir. Alors, est-ce que maintenant, quelles sont les perspectives? Comment aborde cette nouvelle période qui va être sans doute une période de déconfinement? Comment vous abordez ça, et comment tu vas mettre en place peut-être de nouvelles opérations? Alors oui, je dirais que je l'aborde aussi avec prudence, parce que il faut pas. Je pense que on a un peu péché par excès de prudence entre le 3e et le 4e confinement. Les gens avaient besoin de se lâcher, de se libérer. Et je pense que la prudence, les masques sont un peu tombés, si je peux prendre cette image-là, et on en a payé le prix fort d'ailleurs. Le 4e confinement, c'est aussi la résultante de ça, c'est la résultante du variant Delta. Maintenant, pour l'avenir, il y avait quelque chose qui devait démarrer fin 2019, qui était un plan de rénovation complet de tout l'hôtel. Grosso modo, on devait garder que le béton, c'est-à-dire on enlève tout et on reconstruit tout, quasiment. C'était presque plus qu'un plan de rénovation, c'était presque un plan de reconstruction. Et donc on a pris du retard avec le Covid, mais c'est toujours d'actualité. Et donc on a toujours l'intention de faire de l'hôtel Batelière, peut-être avec en toute modestie le plus bel hôtel de l'île. Il est déjà, non? De voir ça. Et donc la scène musicale va reprendre dès que vous pourrez? Alors, c'est dans les projets ou pas? Parce que... Oui et non, parce que vous parliez tout à l'heure très justement des nuisances sonores. On peut se permettre de faire du bruit dans des périodes estivales où tout le monde est en vacances et autres. Il faudra voir si on peut le refaire, mais peut-être plus en mode acoustique ou ce genre de choses, parce que notre métier, c'est aussi de vendre du sommeil. Donc quand on a des hommes d'affaires qui viennent, qui ont des choses très importantes, qui ont le décalage horaire, vous savez très bien, quand on arrive ici en général après 2 métropoles, à 20h, 21h, il est déjà 2, 3, 4h du matin, et donc on est très fatigué, et on a du coup une tolérance au bruit qui est bien moins importante quand on est fatigué que quand on
on ne l'est pas. Et donc, oui, on va reprendre, mais je pense peut-être de façon un peu plus soft, un petit peu plus... Les apéros, les apéros électro qu'on peut voir. Exactement, on va faire des petites soirées, peut-être des petits after-work, des choses comme ça. Voilà. Je passe commande en fait. Alors... Moi j'ai une question si vous me le permettez. Vous avez énuméré pas mal de choses par rapport à l'hôtel Batelière, mais moi ma question c'est est-ce que vos équipes effectivement sur le plan salarial, comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement vous avez mis une procédure énorme pour le nettoyage, vous suivent complètement et adhèrent à vos propos en fait en fonction de la situation qui... Alors en l'occurrence là où je vous rejoins, mais comment dire, ce ne sont pas mes propos. Ce sont des propos qui sont tenus par le ministre de la Santé, qui sont tenus, je dirais, c'est une certaine intelligence collective. Quand on a demandé aux gens de porter le masque pour éviter de se contaminer, oui, quelque part, il y a des endroits où c'est devenu obligatoire. Mais ce que vous voyez aujourd'hui dans les centres commerciaux, dans les endroits, quand on vous dit c'est pour votre bien, voilà, moi je prends souvent l'image du feu rouge. Comme on est dans l'automobile, on dit ouais, vous n'avez pas le droit de griller le feu rouge. C'est interdit de passer quand le feu est rouge. Si vous le passez, c'est votre responsabilité. Vous vous mettez en danger, vous mettez en danger les autres, et en plus de ça, vous risquez de prendre une amende. Est-ce que quelqu'un vous empêchera de le faire s'il n'y a pas un gendarme derrière chaque feu rouge? Mais à un moment donné, ce feu rouge-là, c'est une règle qui est donnée, et on essaie de la faire appliquer tant bien que mal. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes... je suis un petit peu partagé parce qu'à la fois on a une responsabilité en tant qu'hôtelier-restaurateur de ne pas contaminer les gens et ce genre de choses, et on dit qu'on est des lieux de contamination et du coup on est souvent soumis à des restrictions, des règles, ce genre de choses. Mais d'un autre côté aussi, on a cette responsabilité vis-à-vis des clients, et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que les gens ils vont au supermarché, ils vont se retrouver en famille, mais ils n'ont pas le droit d'aller au resto? C'est toujours nous, les pauvres restaurateurs, qu'on en kikine avec ces mesures. Alors bon, je pense que c'est justifié, mais... Et voilà. Et j'aurais tendance à dire, les clients comme les salariés, ils sont à l'image de la Martinique, avec des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas toutes ces mesures. Donc essayer de les faire accepter, effectivement, c'est mon rôle au quotidien, que ce soit pour les clients ou le personnel, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. 2 restaurants donc dans l'hôtel, on l'a vu, le restaurant de l'hôtel proprement dit qui est donc intégré véritablement, Bleu Marine intégré véritablement à l'hôtel, et on l'a testé avant la Covid bien sûr plus d'une fois. Et puis le deuxième restaurant qui lui n'a pas eu de chance, il a un peu réouvert au moment où la Covid s'installait. On a ouvert en décembre 2020, donc on a juste effectivement depuis 3 vagues, oui, mais voilà. à chaque fois que le restaurant de plage, donc le BBC ou le Batelière Beach Club, à chaque fois qu'on a réouvert, mais à chaque fois qu'on a réouvert, ça a été un grand succès, parce que les gens adorent manger sur la plage. On a essayé de proposer quelque chose d'un un peu innovant, quoi. Il y a quelques années, un restaurant de plage en Martinique, c'était des fauteuils en plastique dans le sable, Lorraine, sans citer de nom, avec un parasol rouge, des chaises rouges, et quand on s'asseyait sur la chaise et quand on n'avait pas fait de régime comme moi, on se retrouvait avec un pied cassé, un pied de chaise cassé, et les fesses dans le sable. Donc effectivement, on essaie d'apporter du confort, on essaie d'apporter de la qualité. Et tout a été refait, il y a un deck parfait, vous avez même surélevé, je crois, par rapport au niveau de la mer. J'ai suivi de près vos travaux. Oui, j'y étais tous les jours. Donc ouais, effectivement, on a refait pas mal de travaux, un peu de mise aux normes, et essayer de rendre le produit un petit peu sexy pour la clientèle, de telle façon à ce qu'on arrive dans un endroit, on y soit bien, on puisse y aller aussi bien en tongs qu'en robe de soirée. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu à l'hôtel Batelière quand on arrive, c'est vrai, c'est cette ambiance sympathique finalement. Moi, ce que j'aime bien au BBC, c'est les ambiances DJ aussi du vendredi, même pendant la semaine, il peut y avoir des super ambiances. Alors effectivement, moi qui suis sensible à la musique et à la danse, c'est super cool. Il y a ça, et puis l'emplacement, il est très bien placé, il est situé proche de la capitale. On n'a pas à faire des kilomètres pour venir ici et puis avoir une belle vue et se détendre. On a l'impression parfois d'être dans c'est assez gagnant. Dans le sud de la France, je dis n'importe quoi, dans le sud de la Martinique. Tellement le coin est splendide avec cette petite anse là qui est magnifique. Alors, il faut quand même. On a l'impression d'être vraiment au côté de Sainte-Anne, quoi, alors qu'on est en plein cœur de Fort-de-France. Il ne faut pas oublier ça.
pour ne rien te cacher, en fait, cette plage est une plage artificielle. Oui, C'est une plage bien avec sûr. du sable qui a On est été d'accord. importé. Bien sûr. Et donc, c'est du coup la seule plage de sable blanc du nord de la Du nord Martinique. de la Martinique. Exactement. Exact. On recevait Sébastien Guins de l'Hôtel Batelière, notre partenaire. On est super content de l'avoir avec nous. Merci. On est très content, très fiers de venir ici. Merci encore en tout cas Sébastien. Et puis donc je vous donne rendez-vous dans cet hôtel. Venez découvrir si vous ne connaissez pas encore les terrasses extérieures, enfin les terrasses intérieures on va dire, mais qui donnent sur l'extérieur. On a l'impression d'être à l'extérieur, c'est pour ça qu'on parle de ça. Il y a 2 étages, 2 fois des terrasses, la piscine bien sûr, les 2 restaurants. Il faut venir essayer et venir voir l'hôtel Batelière. Vous y trouverez forcément un plaisir particulier. Merci Sébastien. Merci à encore. toi. Merci à On vous. fait une petite pause. On se retrouve, on peut l'applaudir bien sûr. On se retrouve après la pub. Merci. Eh bien, on est de retour avec la bande AJM à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. Je suis JM et je suis avec Éléonore Théodore. Hello. Bravo Éléonore, ça va? Très bien. On est avec Mélodie Mussig, Steven Rosman, on est avec Jimmy Tomer et Thierry Ça applaudit plus fort, Et heureusement qu'il a des grosses mains, il fait du bruit pour 3 en fait. Voilà, c'est ça, pratiquement. Et nous il en sommes- faut. Nous C'est- sommes... Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais simplement dire, j'allais contrarier Maître Théodose avec son sujet sur le bruit. Sur Tiens, le d'ailleurs, Ouais, c'est vrai. les résultats, cher JM, de nos plaidoiries. Oui, bah d'ailleurs, il faudrait auditeurs sont que, aussi il faut me impatients le que nous. rappeler cette semaine, je vous le dirai la semaine prochaine avec D'accord. plaisir. Très bien, pas de problème. Mais je crois que c'est toi qui as gagné, hein, honnêtement. Il me semble, hein, voilà, sans plaisir. rien dire. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. En tout cas, nous sommes avec vous aussi, chers auditeurs et chers téléspectateurs, grâce au Crédit Mutuel Anti-Guyane, grâce aussi à Speedy Martinique, non plus vos 5 mais 6 centres de réparation auto, car Speedy a ouvert à... Trinité. Bravo, elle a retenu la leçon, c'est génial, alors que Thierry avait complètement oublié. Hein Ah non, pas du tout. Ah bon, Pas du tout, pas du tout. Ok. Loin de moi cette Donc idée. Speedy a ouvert à Trinité, allez-y, il y a de belles promotions en ce moment, il y a 20% de remise en particulier, enfin il y a des choses qu'il faut regarder sur grandautomobile.fr parce que vous avez les promos. Nous sommes avec Audi Martinique, nous serons chez Bruno Saint-Fort et ses équipes avec 2 spéciales les 22 et 29 octobre, n'oubliez pas, ça vous permettra donc de tout connaître sur l'électrification d'Audi, même si les essais ont commencé. Et vous pouvez déjà trouver l'essai du Q5 hybride rechargeable que nous avons réalisé donc avec grandautomobile.fr. Alors, nous sommes dans un moment important puisque je voulais parler avec vous d'une chose assez redoutable par sa, comment dire, sa consistance. C'est la sécurité routière. Et grâce à Éléonore, c'est sa consistance. Voilà. Éléonore, est-ce qu'on peut faire un petit point plus Oui, sérieusement, on va dire, allez, le point sur la actualité sécu. de la Ouais. semaine concerne l'appel à projet sécurité routière qui a été lancé par la DEAL et la préfecture. Alors ça concerne tous les porteurs de projets susceptibles d'avoir une idée originale, novatrice, parce que vraiment c'est le caractère novateur sur lequel on insiste cette année pour pouvoir sensibiliser les citoyens de la région Martinique aux problématiques, que ça soit bien sûr les 2 roues motorisées, le port du casque, la vitesse, les enfants, la jeunesse, enfin bref, à partir du moment où vous avez un projet construit ou que vous avez envie de vous faire aider, vous pouvez recevoir une subvention en répondant à cet appel à projet. Je vous invite donc de vous rendre sur le site internet de la préfecture, dans l'onglet sécurité routière et de prendre connaissance de ce document. Ensuite, une fois que vous aurez envoyé tous les éléments, on pourra revenir vers vous et les services pourront vous conseiller sur les démarches à faire et peut-être préciser vos demandes. Et à partir de là, je pense qu'on peut vraiment tous avancer ensemble en vivant ensemble. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tous Ah oui, tout d'accord, à fait, oui. Steven? Oui, Oui, oui. d'accord. Ouais. C'est un bon concept. Rien d'autre à dire de particulier. On n'a pas d'évolution sur. On n'a pas de nouveaux chiffres sur la ceinture de sécurité, par exemple. Sur non, ça, on n'a pas. Non, encore. mais si tu veux que je te fasse un point la semaine prochaine, ça Oui, sera je veux avec bien qu'on ait plaisir. un petit point là-dessus, parce que rappelle-toi, on en avait parlé. C'était inquiétant que les gens mettent de moins en moins leur ceinture de sécurité. Oui, C'est un alors constat. après, on n'a pas, nous, on peut pas des chiffres précis comme ça, on les aura pas. Ce qui peut être Bah, intéressant, c'est de vous donner une idée de l'accidentalité de manière générale. Après, des précisions sur la ceinture ou pas, surtout d'une semaine à l'autre, ça peut être beaucoup plus difficile. Ça se fait semestriellement. D'accord.
Ok, et ben Eleonore, merci encore pour ta rubrique, toujours efficace. Ça fait plaisir de prendre un petit peu connaissance de cette actualité de la sécurité routière. Et eh bien, on passe à une actualité qui est un peu moins plaisante évidemment, mais qui est tout aussi importante malgré tout. C'est ça, ouais. Voilà, c'est la disparition donc d'un monsieur très important sur la Martinique pour son implication dans le monde associatif. Et pour sa présidence de l'Azatropique, puisque pendant des années, après avoir été pilote, bien sûr, il avait basculé dans l'organisation associative, on va dire. Oui, tout à fait, c'est un officiel fédéral. Alors, dans un premier temps, sans rien dévoiler de particulier, mais on peut dire qu'il est mort d'une grave maladie. Une longue maladie, oui, tout à fait. Il était hospitalisé depuis quelques temps. Le jour de son anniversaire, en fait, donc, 71 ans, donc pratiquement l'ensemble les membres du comité le matin, en fait, on lui a tous envoyé, et puis les gens qui le côtoyaient, bien sûr, lui ont envoyé souhaiter un joyeux anniversaire. Ouais. Et il s'est avéré qu'en fin d'après-midi, en fait, du moins, certaines personnes étaient déjà au courant, aux alentours de midi, et nous, en fait, les membres du comité, on a été au courant, en fait, on a tous été abattu en fin de soirée. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pour nous confirmer effectivement le décès de Clément. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu avec Steven aussi du personnage lui-même. Donc, toi, bien sûr, tu l'as côtoyé, on va dire, quasi en permanence. Alors, qui était Clément quand il organisait des courses, quand il était directeur de course qui était ce personnage, en fait, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et beaucoup le connaissent, bien sûr. Hein. Après, Clément Marie, je connais ses enfants, puisqu'on a un peu le même âge. Il m'a vu petit, hein, puisque... il n'a pas été pilote, il a été copilote d'Emmanuel Dumont, j'ai dit pilote, oui, qui est quand même un très bon pilote, qui a été un très bon pilote et aujourd'hui il roule toujours. Et donc c'est vrai qu'il m'a vu grandir, je dirais, dans le monde du sport automobile. Après, je l'ai connu en tant que président d'ASA. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui... Alors, il acceptait les critiques, il encaissait les critiques. Et derrière ça, en fait, il se construisait pour justement essayer d'améliorer au fur et à mesure les critiques constructives. C'est quelqu'un c'était vraiment un amoureux du sport en général, hein, pas que le sport automobile, hein, puisque il a été président du hand ou du volley. Handball, et puis je crois qu'il était passionné de yole aussi. Voilà, il était à Caracoli, oui, il a fait du jet ski aussi. Voilà, c'est ça. Jet ski, ouais. Donc c'est vraiment, enfin, nous on le connaît sur l'Azatropique. Mais c'est un grand monsieur. Voilà, c'est un palmarès du monde du sport, parce qu'il a joué aussi au football. Voilà, exactement. Puis il a un palmarès sportif tellement élogieux que. Et quand on regarde, en fait, il se mettait rarement en avant. Tout à fait. Il mettait souvent en avant le sport. C'est ça. Exactement. Il était d'ailleurs président, donc on l'a dit tout à l'heure, mais du comité territorial olympique du sport de Martinique. Oui, c'est Tosma, oui. Voilà. Et d'ailleurs, où l'hôtel Batelière, j'étais présent avec Simon Jean-Joseph. C'est ça. Nous a accueillis sur la salle de réunion pour la journée des champions. Voilà, parce qu'en fait, lui, il se battait. Clément qui, voilà, tout à fait, parce qu'en fait, il se battait en fait par rapport à ça, que le sport automobile n'était pas reconnu. Et avec les membres du comité, et puis nous en avait parlé, et effectivement, cette année-là, Steven était sorti champion. Donc du coup, on s'est dit oui, pourquoi pas mettre Steven, puisque c'est lui qui était sorti champion de Martinique. Et Clément, à l'unanimité, il a rameuté tout le monde en disant que c'est pas possible que un sport qu'il aime comme le sport automobile ne soit pas reconnu vis-à-vis de tout le monde, et que l'athlétisme, le football ou tous les champions en fait étaient reconnus, mais la discipline du sport automobile qui plutôt un peu voilà, côté, ou tout pas, à fait, pas assez reconnue, parce qu'elle est reconnue, mais pas effectivement assez la moto y était depuis quelques années. Voilà, c'est comme Martinique, hein, puisqu'en Guadeloupe elle est reconnue, mais ici cette discipline n'était pas rentrée dans le mur. Voilà, il a intégré. C'est ça. Alors je ne sais pas si ça a perduré, mais si, en tout cas, j'espère. Lorsqu'il était à la tête, il a réussi à intégrer cette discipline dans tous les sports où il y a des gens qui font quand même des exploits pour la Martinique. Il laisse derrière lui donc bien sûr des enfants, mais aussi des 10 petits-enfants. Donc c'était un grand-père aussi averti. J'ai même entendu dire, et je crois même que c'est lui qui me l'a dit, mais je crois qu'un de ses petits-fils avait été s'inscrire dans le même club de handball que lui. C'est ça. Pour essayer de faire comme papy, quoi, finalement. C'était voilà. Donc il y avait aussi le côté famille qu'on connaissait moins, parce que c'était quelqu'un de discret, mais il était très présent aussi. Il était vraiment le patriarche, il était au centre de sa famille. On est d'accord. Les membres du comité de l'Azatropique l'ont remercié énormément, parce qu'en fait il a fidélisé en fait. Je suis arrivé en Martinique, enfin je suis revenu en Martinique en 2013 et j'ai repris le sport automobile après peut-être quelques années d'absence, et il a tout fait pour pouvoir nous inculquer. Il a formé une équipe
en disant les enfants, je préfère vous donner mon savoir actuellement, mais parce qu'on ne sait jamais, le jour où je partirai, je sais que j'aurai l'esprit apaisé et tranquille. Il avait ce sens-là de, Oui, il était de la très transmission. visionnaire. Exactement, très Voilà. visionnaire de la transmission. Et ce qui fait aussi que, comme je l'avais dit lors des émissions précédentes, c'est grâce à lui et aux membres du comité qui a reconnu ce qui m'a inculqué pour pouvoir devenir formateur en fait. Donc il nous a poussé aussi à être, moi à être directeur de course, tout autant que Muriel, que Eliane Saint-Prix, que Victoire Cincinnatus. Muriel René Corail. Hein, oui, Muriel René Corail, voilà. oui. Et qui il nous a poussé vers l'avant en nous disant les enfants, c'est mon savoir. Lors de l'examen à 3-4 reprises, donc il nous disait, vous autres fini de travail, venez chez moi, et puis il nous donnait en fait presque ses taper sur le doigt, consignes, ses consignes, part, etc. Et son savoir-faire, sa vision des choses pour pouvoir faire un rallye ou une course de côte, pour pouvoir maintenant actuellement être en paix avec soi-même, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire Clément Marie instructeur en fait, c'est ça, Après l'équipe Azatropique est quand même jeune, hein, oui, et tout à fait. Et c'est lui qui l'a mise en place et c'est lui qui l'a formé. Donc aujourd'hui, c'est clair que elle perd un peu, je dirais pas ses repères, mais elle perd son fil conducteur. Ouais. Mais l'équipe est comme Thierry disait, l'équipe est déjà bien rodée parce qu'il a anticipé entre guillemets, malheureusement on dirait comme ça. Et c'est vrai que je n'ai pas peur pour l'Azatropique qui saura se reconstruire et toujours avec cette image de Clément Marie en tant que protecteur. Moi je me souviens de lui aussi avec son chapeau de cow-boy, ses lunettes, avec son regard droit devant lui quand il conduisait. Donc, je veux dire, vous voyez, c'est un personnage qui passait comme ça dans une course. On disait, ah tiens, c'est le patron, c'est le boss. Clément, mis à part le sport automobile, Clément était un bon vivant. Parce que Clément, en fait, aussi, il faut savoir que Clément aussi était chef d'entreprise. Il avait une entreprise de sonorisation. Et il a fait pas mal de festivals, pas mal de trucs. Et franchement, Clément, c'était un passionné pratiquement dans tous les domaines, quoi. Donc, on perd vraiment un grand monsieur. Mais ce qu'il nous avait dit quand on l'a réélu à la veille de mes 40 ans, il nous a dit, bon, les enfants, on continue les enfants le travail, et mon souhait serait que pour les 40 ans de l'Azatropique l'année prochaine, en 2022, qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc qu'on monte bien sûr les différentes compétitions, mais que pour la fin de la saison, qu'on fasse un spectacle particulier digne des 40 ans. Ouais. Donc du coup, comme Steven l'a dit tout à l'heure, donc effectivement l'équipe qu'on a mise en place, c'est une équipe jeune avec comment dirais-je, des bons on a divers horizons, mais en fait on est tous ralliés pour la même chose, la même cause, voilà, la même passion du sport automobile. Et de ce fait, incessamment sous peu, on devra se réunir pour pouvoir relancer la machine, puisque pour l'instant, ça se pourrait, je dis bien au conditionnel, que les compétitions, avant la fin de l'année, qu'au moins qu'on reprenne, mais qu'au moins qu'on en fasse peut-être une, voire peut-être deux grand max. Mais bon, pour l'instant, tout est lié par rapport à la crise. Et voilà. Mais l'équipe à laquelle on est, effectivement, on a Clément nous a laissé, on va dire, il a terminé son chapitre, il a fini son rallye, et maintenant il nous a dit, bon ben messieurs, dames, vous avez les clés en main pour pouvoir perpétuer le reste. Tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je vous ai appris. Tout à fait. Donc vous allez essayer de la faire, cette fameuse grande fête de l'automobile, finalement. Oui, bien sûr. Peut-être un peu en hommage, justement. Oui, voilà, tout à fait. Après, Clément, effectivement, il avait des convictions, il avait des choses bien précises. Pour tout, il avait un petit mot pour tout un chacun, que tu sois commissaire de route, que tu sois pilote ou autre. Et en fait, il était amené à dire, il pouvait avoir un bout de gueule avec toi maintenant, et puis peut-être 20 minutes après, il t'appelle, il te dit voilà, c'est fini. Et Steven pourra le dire, en fait, des fois. Comme Steven disait, il a vu petit, des fois il appelle Steven et puis Karim, alors fils, ça va, machin, comment tu vas? Il avait toujours un petit mot, il était dans son rôle de directeur de course ou organisateur de compétition, ou que ce soit sportif ou autre, mais il avait toujours un petit mot pour quelqu'un pour relever la chose, ou du fois il va, voilà, ou sur une compétition, on doit rester neutre, bien sûr, on est officiel. Mais des fois, il avait toujours un mot pour un pilote, où il dit, bon, bah, Steven, ou machin, ou Rodrigue Intel, ou Sébastien, ou qu'importe, quel que soit, il dit, mais regarde,
Lui, par rapport à son expérience, parce que je pense que c'est jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le copilote, ça a été le copilote le plus titré. Il a piloté quelques fois, mais c'est le copilote le plus titré de la Martinique en fait. Et de ce fait, si tu veux, il avait toujours un petit œil d'avance sur certaines choses. Ça, il était précurseur voilà, de ce qu'il fallait faire. Tout à ou ne fait, pas exactement. faire, Quelle que soit la bon compétition, le MRT, la course de côte de chez nous, ou les courses de côte de la ZAM ou autre, ou même en Guadeloupe, pareil. Et ça, effectivement, ça nous a fait mal au niveau local, mais au niveau national aussi, la FFSA lui a rendu hommage. Voilà, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, en fait, nous ont dit qu'ils ont perdu un grand homme du sport automobile, quoi. Tout à fait. Un souvenir peut-être particulier avec lui, non, lors d'une course ou est-ce que tu te souviens d'un événement particulier Après, Clément, voilà. Il était passionné, donc il aimait voir des gens gagner. Ouais. C'est vrai qu'il était, en toute franchise, je pense qu'il aimait bien, il était fan de la bagarre Rodrigue-Steven. Ouais, j'avoue, ça, il n'y a pas photo. Ouais. Et non pas pour voir quelqu'un gagner, mais pour voir cette rivalité derrière un volant. Et je pense que je dirais, il revenait en arrière. Ouais. Du temps où il était copilote avec Emmanuel Dumas et il y avait de belles bagarres. Voilà quoi. Donc je pense que si je peux dire un petit souvenir assez prenant, c'est la course de côte du François. Ah ouais, ça par où contre. Là c'était jusqu'à la dernière montée et Rodrigue me coiffe sur le poteau. Ouais. Et c'est vrai que Clément, il était content parce que première victoire de Rodrigue face à moi. Voilà, il y avait une vraie bagarre. Là, franchement, pas le gagnant attendu, on va dire. Et puis que les deux autos rentrent en fait, hein, parce que derrière ça, son choix, c'est qu'on se bagarre entre guillemets sur la route, mais que les deux autos rentrent, hein, pas que quelqu'un que sorte une sortie de route, etc. Lui, en fait, il était vraiment fan et vraiment content de cette course-là. Ouais. Et lui, en fait, il est des fois. Par rapport, je prends par exemple pour un rallye ou autre, il voyait en fait qu'il y avait quelques centièmes d'écart ou autre, et il pressentait déjà la chose. Il se dit, là, un tel va gagner, ou tu l'avais fait le scratch. Par rapport, en fait, il se basait par rapport au résultat, et lui, comme il était amené à le dire, Mamadou Clément, gentiment. Il pressentait déjà un peu les choses. Il se disait, bon, celui-là, ok, voilà, ça. Et effectivement, comme Steven disait, la rivalité entre Steven et Rodrigue, et bien sûr des autres pilotes, font qu'il adorait ça, en fait. On est d'accord là-dessus, hein, donc on a perdu quelqu'un de vraiment important. Donc, c'est ça. Bon, est-ce que déjà l'Azatropique s'organise pour avoir une nouvelle présidence ? Oui, alors on est en train de mettre ça en place avec les membres du comité et après, une fois que ce sera fait, donc le service communication de l'ASA communiquera à la presse le nouveau comité. Quoique je pense que ça ne devrait pas trop changer, mais certains postes devront être amenés à changer. Mais dans l'ensemble, oui, on vous fera parvenir rapidement tout ce qu'il en est. Et puis voilà. À ce sujet. Et puis, si tu me le permets, je souhaiterais au fait dire aussi un hommage à sa famille et puis surtout à son épouse, Madame Marie, donc, tout à fait. et ses enfants, ses petits-enfants. Donc, exactement. Voilà. Donc, et puis éventuellement, si effectivement la Zatropique a d'autres choses, donc on vous le fera savoir rapidement. Avec un grand plaisir, une grande pensée pour eux, bien évidemment. Eh bien, ça va Léonore, tout va bien ? Très bien, je vous écoute. Bon. Eh bien, vous étiez dans l'émission Les Experts Auto avec la bande AJM sur Maxi 107.1, 107.3 FM. On a été ravis de recevoir d'abord Sébastien Guins de l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement donc, pour cette émission. On a été ravis de faire cette émission avec Audi Martinique, avec Speedy et ses 6 centres, bien sûr. Donc je vous rappelle que nous serons bientôt les 22 et 29 octobre pour 2 spéciales chez Audi Martinique. Nous serons avec Bruno Saint-Fort et toute son équipe, mais aussi avec Karine Gionio et Camille Barachet, vous vous rappelez, qu'on avait reçu dans les toutes premières émissions, qui sont du service de communication d'AutoGM, vous vous souvenez, hein, oui, qui nous ont préparé un très bel espace chez Audi. Nous parlerons de la fameuse gamme électrifiée qui arrive avec le Q5 particulièrement TFSI-i et la A3i
La A3 qui est quand même un des phénomènes de la marque. Le Q5 est la voiture la plus vendue, il faut le savoir. Oui, mais Et la la 3, 3, en fait, elle s'est quand même, vachement améliorée. Elle ça s'est change. améliorée. Ouais, elle ressemble à la Voilà. berline à une A4 et franchement, ils se sont vachement améliorés de ce Voilà, une côté-là. belle voiture là, donc elle est en version donc cette fois hybride. Toutes les deux donc en version hybride. Eh bien, je vous remercie. Merci Steven, merci Thierry, merci Éléonore, merci moi. Merci JM. Merci à Mélodie et merci à À Jimmy. Jimmy. Et rendez-vous donc vendredi prochain. Merci encore. À bientôt, Bye bye. salut. Ciao ciao.